Mesdames et messieurs, comme nous l'avons déjà annoncé, nous abordons la première visite à l'étranger du chef du gouvernement Ahmed El-Hachemi depuis sa prise de fonction il y a 2 mois. Il se rendra demain à Alger pour participer donc à la 22e session de la haute commission mixte tuniso-algérienne. Des rencontres de haut niveau sont prévues avec le premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et le président algérien Abdelmajid Tebboune. Pour en parler davantage, nous avons le plaisir d'accueillir par téléphone Monsieur Abdallah Al-Abidi, ancien diplomate. Bonjour Monsieur Abdallah Al-Abidi et bienvenue sur RTCI. Bonjour, oui à nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc pour commencer, à votre avis, c'est Abdallah, quelle est la portée diplomatique que revêt donc une première visite pour un chef de gouvernement? Qu'est-ce que ça traduit du point de vue diplomatique? En fait, c'est une prise de contact pour que nos partenaires, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, sachent à qui ils ont affaire pour accorder, comme on dit, les violents, pour savoir ce qu'on peut lui demander, de quoi on peut discuter, jusqu'à où on peut aller avec lui. C'est une prise de contact humaine, beaucoup plus que politique, et par la suite, ça se développe sur le plan politique. Donc, pour faciliter les contacts, parce qu'à ce niveau-là, on décide du sort de certains problèmes qui concernent tout un peuple, tout un pays, sur tous les plans. Et c'est bon de savoir à qui on a affaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut rappeler que cette grande commission, ça s'appelle grande commission, c'est une tradition entre la Tunisie et tous les autres pays partenaires, à intervalles plus ou moins réguliers. On se rencontre à ce niveau-là, au niveau de chef de gouvernement, de premier ministre. Chaque délégation est présidée par le premier ministre du pays pour résoudre les problèmes qu'on appelle réservés. Et généralement, c'est-à-dire les questions en suspens qui n'ont pu être résolues au niveau technique ou politique subalterne ou diplomatique. On attend la rencontre à ce niveau-là pour qu'on puisse décider de sort de telle ou telle question. Et généralement, on prépare des notes, chaque ministère, à la veille, c'est-à-dire des mois à l'avance, généralement. Chaque ministère porte à la connaissance du Premier ministère les points qu'il faut soulever au cours de cette grande commission. De toute façon, il y a des commissions sectorielles qui se tiennent au niveau des ministères, des ministres et leurs homologues. Et puis, d'une manière hiérarchique, il y a la haute commission qui se tient et elle est coprésidée, si j'ai bien compris, entre les deux chefs d'État. Entre les deux chefs de gouvernement. Chefs de gouvernement, voilà. Et généralement, ce ne sont pas les commissions qui décident de ces problèmes. Généralement, on parle de problèmes qui ont déjà été traités et où il y a ce qu'on appelle des questions réservées, c'est-à-dire le directeur général, le technicien, le directeur, l'ingénieur, le secrétaire d'État, même le ministre, il dit je ne peux pas, je dois en référer. Je dois, c'est-à-dire parler à mes chefs. Et en rentrant chez eux, ces gens-là, ou à la fin des négociations, il envoie des notes décrivant la situation et proposant des solutions. Et celui qui a vous savez, les conventions internationales sont généralement des concessions réciproques de souveraineté. C'est-à-dire, je te fais cette concession, tu me fais telle autre, en fonction de nos besoins réciproques. Parce que généralement, quand on accepte que citoyens de tel pays rentrent en Tunisie sans visa, alors que d'autres ont besoin de visa, nous avons fait une concession sur notre souveraineté qui généralement, en contrepartie d'autres choses qui nous est utile. On ne fait pas des concessions comme ça. Maintenant, cette rencontre avec nos frères algériens intervient à un moment où les Algériens ont besoin de beaucoup de choses et les Tunisiens aussi ont besoin de beaucoup de choses. Et ils vont, chaque partie va exposer ses besoins et ils vont essayer de faire coïncider les intérêts des uns avec les intérêts des autres. Avec les autres. Et vous parlez des besoins, Monsieur Abdallah Al-Abidi. Quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a une dimension économique, politique ou sociale, sécuritaire, disons sécuritaire? Quels sont les besoins ou les revendications de chaque partie selon vous? Dans tous les domaines. Les deux parties ont des besoins dans tous les domaines. Et il faut savoir quelque chose. Les guerres, généralement, ça se fait, et les conflits et les désaccords se font autour de questions économiques. Parce que finalement, tout
va vers l'économique, parce que chaque peuple, chaque gouvernement, chaque autorité a la charge de nourrir, de protéger ses nationaux, ses citoyens. Et il essaie tout au long de son activité de réunir les conditions de la sécurité du territoire, de la sécurité de protéger les citoyens et de les nourrir. Et à chaque étape, on vérifie, parce que c'est, comme le disent les spécialistes, c'est un équilibre dynamique. On n'a pas établi cet équilibre définitivement. Personne ne peut établir des équilibres définitifs dans ce domaine-là. Comme on le voit maintenant dans tous les pays. La France, elle est en branle parce que la stabilité qui était la sienne en Afrique a disparu. Les États-Unis sont concurrencés maintenant par la Chine et par la Russie. L'Europe de même, il traverse une crise. Donc il y a des enjeux. Voilà. Il faut faire le constat, faire le point sur la situation, voir où ça va mal et comment on peut y remédier. Et quel est le réseau, parce que finalement, on essaye de trouver des pays où les intérêts sont compatibles. Parce que des fois, où on peut tirer dans le même sens, avec la même énergie, le même élan. Donc, aujourd'hui, l'Algérie est menacée. Et nous savons que sur ses frontières à l'ouest, avec le Maroc, elle est menacée. On établit même des bases militaires, il y a des visites, des alliances de nos frères marocains avec des puissances hostiles à l'Algérie et aux Arabes parfois. La frontière avec la Libye aussi est instable. Nous savons que toutes les puissances sont en lutte les unes contre les autres en Libye, jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre très hypothétique jusqu'à maintenant. Donc la seule frontière encore sûre, c'est la frontière avec la Tunisie. Et nos frères algériens, et comme pour nous-mêmes d'ailleurs, les deux parties ont intérêt à ce que cette stabilité, cette sécurité persiste, perdure. Voilà, c'est Abdallah, vous parlez des frontières et justement, je voulais vous parler des questions réservées dont vous avez parlé. Je reviens sur les premières informations par rapport à cette haute commission et outre l'aspect économique, il y a des accords de coopération en matière de sécurité et de défense qui seront également signés entre la Tunisie et l'Algérie avec l'examen du projet de développement de la bande frontalière entre les deux pays. Et on voit clairement que les deux pays reconnaissent en quelque sorte l'urgence de mieux coopérer ensemble, surtout pour gérer les flux de migrants subsahariens entre les deux pays. On sait que l'Algérie c'est un pays très dense géographiquement, il fait face à des problèmes de migrants subsahariens depuis des années, il y a des dizaines de milliers de migrants qui viennent du Niger, la Tunisie pareil, donc on voit qu'il y a peut-être un manque de coopération entre les deux pays au niveau des frontières et au niveau de la gestion du flux migratoire. Disons que les deux pays, à la faveur ou dans le sillage de ces déséquilibres, de ces troubles que connaissent la région et le monde, ces relations ont connu quelques fissures, quelques lézards. Donc, on est en train de revoir la construction pour essayer de remédier à ces défaillances, mais tout le temps, au cours de cette dernière décennie, pour être encore plus précis, on est en train de appréhender chaque dossier si comme la Tunisie était à faire, pas à refaire. Nos relations avec l'Algérie, la bande frontalière, il y a eu des accords du temps de Bourguiba et du temps de Ben Ali pour que les wilayas, les gouvernorats, coopèrent ensemble. Nous savons que dans tous les pays du monde, les zones frontalières ont un statut particulier. Justement, pour que les frontières, parce que les frontières sont relativement récentes entre tous les pays du monde. C'est-à-dire un siècle et demi, il y a des surtout sur la frontière algéro-tunisienne, il y a des tribus. Sur les deux bords de la frontière, des parents, tout ça. On ne peut pas leur imposer un régime strict avec des mailles très étroites qui ne permettent pas le contact humain. Et nous savons parfois que le frontalier, c'est beaucoup plus facile pour lui de coopérer avec le pays voisin qu'avec l'arrière-pays de son propre pays, parce que c'est loin, parce que le relief ne le permet pas, ainsi de suite. Ensuite, il y a quelque chose qu'on oublie en Tunisie, les bassins versants, c'est-à-dire l'eau de la Tunisie.
pour la plupart, ça vient d'Algérie. Oui, des barrages de l'Algérie, c'est vrai. Oui, donc l'eau vient de l'Algérie. Donc nous avons intérêt, les deux, à coopérer les uns avec les autres pour qu'on puisse servir les intérêts des deux peuples. Et c'est ce qui va se faire actuellement. C'est très important, même pour les bassins versants, comme vous avez dit, Si Abdallah, surtout pour Oued Majerda et Souqa Haras avec l'Algérie, il y a une coopération étroite. En plus, il y a une dimension sociale et économique pour instaurer les zones de libre-échange entre l'Algérie et la Tunisie, un projet qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été approuvé par les deux gouvernements. De toute façon, ce sont des sujets qui sont très, très, très importants. On parle aussi du rapprochement, c'est Abdallah, un rapprochement stratégique entre la Tunisie et l'Algérie, et la vision par rapport à la question libyenne. Il y a des élections en Libye, en principe, en 2023. Je ne sais pas si techniquement et du côté logistique... Les voisins sont toujours intéressés par ce qui se passe les uns chez les autres, comme on dit. C'est-à-dire que les élections, comme nous-mêmes nous appréhendions à une certaine époque l'élection d'une tendance précise, une sensibilité politique précise. La même chose pour la Libye. On redoute que s'installe en Libye un régime politique appuyé par l'extérieur, comme il est le cas dans beaucoup de pays arabes de la région, que s'installe une sensibilité politique qui peut être hostile à tel ou tel autre pays, l'Algérie par exemple, où nous savons quelles sont les forces en jeu, en concurrence maintenant en Libye. Nous savons qu'il y a les Turcs, il y a les Français, il y a les Américains, les Chinois. La question, c'est Abdallah, si vous me permettez, est-ce qu'on regarde vers la même direction avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a les mêmes revendications pour la question libyenne entre la Tunisie et l'Algérie? Je crois que aucun des deux pays n'a une ambition sur la Libye. Le tout est que, par exemple, pour la Tunisie, nous aimerions, parce que la partie occidentale de la Libye, c'est la partie qui coopère le plus avec la Tunisie. Et il suffit de se promener dans les rues de Tunis et d'autres grandes villes de Tunisie pour voir le nombre de nos frères et sœurs libyens en Tunisie. Et de tout temps, même au début du siècle dernier, quand la Libye en 1911 a été occupée par les Italiens, une bonne part, il n'y a pas une seule ville où il n'y a pas un quartier de Trablfia en Tunisie. Et la même chose, beaucoup de résistants tunisiens ont été formés en Libye. Les armes sont passées d'Égypte vers l'Algérie ou vers la Tunisie pour la résistance contre l'occupation française. Donc il y a un courant dans les deux sens entre tous ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle chaque pays, parce que, comme on dit, nous savons qu'il y a beaucoup de contrebande. Et la contrebande, c'est des produits alimentaires, mais ça peut se convertir en armes, en drogue et tout ça. On a intérêt à ce que les frontières soient tenues de la manière qui sert le plus les intérêts des pays concernés. Et c'est autour de cela que les négociations se déroulent. Justement, donc vous dites que c'est une question de stabilité politique dans la région et donc une question aussi de sécurité au niveau des frontières des trois pays. Voilà, il y a le crime organisé, il y a et nous savons que au cours de ces dernières années, l'immigration clandestine ou sauvage de nos frères subsahariens traverse l'Algérie, qui ne peut pas tenir tout son territoire. Il y a toujours dans tous les pays un territoire utile sur lequel on fixe la loupe en quelque sorte. Justement. Et un territoire qui ne peut pas gêner, parce que ça ne gêne pas l'Algérie, qui a une puissante armée, qui a des ressources incomparables vis-à-vis de la Tunisie ou d'autres pays comparables. Donc nous essayons, chaque pays, la Tunisie et l'Algérie, d'avoir un peu des avantages que l'autre pays a en excédent. Tout ce qui est excédentaire, on peut l'exploiter sans dommage. Super. Donc c'est cela, on cherche une certaine complémentarité. Effectivement, voilà. La complémentarité entre les trois pays et pas seulement entre la Tunisie et l'Algérie. Dernière question, si Abdallah Labidi, le président Kais Saïd a reçu hier soir le ministre des Affaires étrangères et donc il a parlé de l'offre
cette offre de l'Union européenne qu'il a rejetée. Quelle est votre lecture par rapport à ça, si vous pouvez nous en dire plus? Oui, je crois que nos relations avec l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, nous savons que l'Europe, les différents pays de l'Europe sont gouvernés par différentes sensibilités politiques. Oui. Nous savons que l'Italie a une sensibilité d'extrême droite. Oui. Ce n'est pas le cas d'autres pays de l'Europe. Et nous savons que la loi fondamentale européenne exige que toute décision concernant l'Europe, l'Union européenne, soit prise à l'unanimité. Oui. Et nous vivons un marché de dupes dans la relation Tunisie, je ne vais pas dire européenne, mais avec quelques pays de l'Europe. Nous parlons assez souvent de l'initiative du président Saïd pour la réunion de Rome. De Rome, qui a eu lieu il y a quelques mois. Et c'est le titre de cette réunion, de cette conférence, c'était le développement et immigration. Quand notre président est arrivé là, on lui a pris l'immigration. Et pour l'économie, pour la coopération, dans son discours de clôture, Mme Meloni a dit: nous avons maintenant réglé le problème de l'immigration clandestine. Nous allons trouver une occasion plus tard pour régler le problème de la coopération. Et dès le départ, cette visite de von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de Mark Rutte, le Premier ministre de Hollande, et de l'ancien Premier ministre, n'engageait pas l'Europe. Dès le départ, ceux qui connaissent les lois européennes n'engageaient pas l'Europe. Et ça a été dit en son temps, toute décision concernant les finances doit traverser toute la procédure par la Commission européenne. Et passer par les institutions, parce qu'en Europe et dans toutes les démocraties, on ne dépense pas l'argent du contribuable comme ça parce qu'un tel ou un tel l'a voulu, mais il faut que ça passe par des institutions. Et nous savons qu'une bonne partie de l'Europe n'est pas d'accord avec Giorgia Meloni. Justement. Et nous savons les relations, à un moment donné, le président français Macron a reçu son ambassadeur. Et j'ai voulu parler de ça, ce rapprochement inédit entre l'extrême droite de l'Italie et la France, entre Macron et Meloni, par rapport à la question de la migration. C'est-à-dire qu'il y a une approche pragmatique, purement pragmatique, et ça se fait pas, franchement. C'est ce qu'on appelle des alliances objectives. Objectives, justement. Si vous et votre voisin qui ne vous entendez pas du tout, vous êtes attaqué par un chien enragé, vous allez vous trouver dans le même camp, en train de combattre ce chien enragé. On ne peut pas dire pour autant que vous êtes devenus amis. Justement, oui. C'est ce qu'on appelle les alliances objectives. L'immigration menace tout. Maintenant, ils ont instauré une autre immigration, l'immigration choisie, baptisée par Sarkozy. On choisit, on cannibalise en quelque sorte les pays du Sud. On prend à la Tunisie ses médecins, ses ingénieurs, ses chercheurs, ses savants, et on laisse ce que pour eux s'appelle le rebut. Moi, je ne fais pas ça rebut parce que c'est des êtres humains, mais si on enlève l'élite qui normalement doit trouver la voie du développement et créer des emplois, dans leur pays d'origine. Voilà, on appauvrit ces pays-là. Donc eux, ils les ont appauvris par la colonisation à un moment donné, et maintenant ils les appauvrissent par cette immigration choisie, qui consiste à vous prendre ce que vous avez de meilleur et refuser le reste. Voilà. Mais les propositions maintenant, il y a le président français qui a proposé des équipes de contrôle qui se trouvent au niveau des frontières des pays de transit, notamment la Tunisie, d'envoyer des experts, selon ses dires, en Tunisie pour mieux contrôler le flux migratoire. Et il y a la proposition de Tajani, le ministre des Affaires étrangères italien, qui propose des corridors au niveau des pays subsahariens. Votre lecture par rapport à ça? Il y a deux choses. Déjà en 2012, à la faveur de cet attentat qu'a connu Gerba, l'Europe nous a proposé de prendre une zone de la Tunisie et la transformer en zone de rétention. Vous retenez ces immigrés sauvages jusqu'à ce qu'on aura statué sur leur demande de visa ou de séjour en Europe. Et la Tunisie a refusé. C'était déjà en 2002, il y a 21 ans. Maintenant, c'est la même chose. L'Europe a une armée qui s'appelle Frontex.
Oui. qui a un budget de presque 1 milliard, 800 ou 900 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils ont même fait des films sur cela, ils sont prêts à intervenir militairement contre les embarcations des migrants sauvages. Et maintenant, c'est ce que fait et dit Macron, c'est une menace cachée, tacite, comme on dit. Si vous ne le faites pas, c'est nous qui allons le faire dans vos eaux territoriales. Justement. Si vous ne prenez pas les dispositions nécessaires, nous sommes prêts à les couler parce que ça menace le bien-être, surtout le bien-être de notre population, la sécurité, etc. Surtout que maintenant l'Europe, à la faveur de cette guerre russo-ukrainienne, traverse une crise sociale, économique et politique inédite jusque-là. Oui. Donc ça rend les dirigeants européens de plus en plus agressifs. Justement. D'où l'importance de toute façon de revenir à nos partenaires historiques comme l'Algérie et d'autres pays pour faire face à cette entité de 500 millions, une population de 500 millions pour l'Europe. C'est pas évident de négocier avec cette union. Merci beaucoup. Cette union, nous avons besoin, la Tunisie a perdu son réseau de relations, parce qu'on ne peut pas se dispenser des relations, de bonnes relations avec l'Europe. Moi, je vais rappeler quelque chose. Hier seulement, le président louait ces masses de devises que transfère, qui vient en première position de nos rentrées en devises. Oui, des Tunisiens résidant à l'étranger. Et ils sont pour 95% en Union européenne. Ils peuvent, comme dit notre ami, c'est-à-dire d'entrée de crayon, interdire ce transfert. Et ça a été fait en 81 à l'avènement de Mitterrand, mai 81 à l'avènement de Mitterrand à la présidence de la France à l'époque. Oui. Donc nos relations avec nos voisins européens sont indispensables et ça nous permet d'équilibrer, même en cas de besoin, nos relations avec l'Algérie. Et justement... C'est-à-dire que nous avons besoin d'un vaste réseau de relations, comme ça a été le cas du temps de Bourguiba et même de Ben Ali, pour équilibrer dans la guerre avec la France, la guerre de l'hiver. Nous avons eu le soutien des États-Unis et même le secrétaire général de l'ONU est venu à Bizerte, Dag Hammarskjöld, alors que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc nous avons besoin de diversifier. Malheureusement, la Tunisie aujourd'hui est pauvre en relations, que ce soit individuelles, des personnalités influentes, ou de pays dont les intérêts s'identifient avec ceux de la Tunisie. Et ça, nous devons travailler dur pour reconstituer ce réseau ou créer un autre qui correspond à la situation actuelle de nos intérêts. Très bien. C'était Monsieur Abdallah Al-Abidi, ancien diplomate. Merci à vous, c'est Abdallah, pour cette analyse et votre contribution. Merci. Donc je rappelle, c'était la visite du chef du gouvernement en Algérie à l'occasion de la 22e session de la commission bilatérale entre les deux pays. Restez à l'écoute du débrief de RTCI, nous reviendrons dans quelques instants.